Bonjour à tous. Je remercie l'ex-BAS de son invitation. À sa demande, je vous propose de vous présenter un aperçu seulement, de la jurisprudence récente de la Chambre commerciale de la Cour de cassation sur les fraudes à certains instruments de paiement, ce qu'on appelle couramment la fraude bancaire. L'objectif est de déterminer dans quelle mesure la responsabilité d'un prestataire de services de paiement, que j'appellerais PSP par facilité, peut être engagée. Notre analyse s'articule autour de 3 questions principales qui structurent la démarche des juges pour résoudre ce type de litige. Question numéro 1. Le client a-t-il consenti à l'opération de paiement? Le premier point crucial est de savoir si l'opération a été autorisée par l'utilisateur. Au terme de l'article L133.3 du Code monétaire et financier, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, opération initiée par le payeur ou pour son compte ou par le bénéficiaire. L'article L133.6 du même code précise qu'une opération de paiement est considérée comme autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Il en résulte que ce consentement s'apprécie selon 2 critères cumulatifs. Premier critère, le consentement est-il conforme aux modalités prévues contractuellement entre le payeur et le PSP? À cet égard, la Cour de cassation a jugé qu'un consentement à l'opération peut résulter d'ordre donné oralement, à condition que cette pratique soit prévue par la convention de compte et que la preuve de ce consentement soit établie par des éléments ultérieurs. C'est un arrêt du 2 mai 2024. Dans une affaire de fraude au président, la Cour a considéré que les virements ordonnés par le préposé du payeur via le dispositif de sécurité mis à disposition par la banque étaient des opérations autorisées par l'entreprise elle-même. C'est un arrêt du 30 avril 2025. Second critère, le payeur a-t-il consenti au montant et aux bénéficiaires de l'opération? Une opération n'est réputée autorisée que si le payeur a consenti aux bénéficiaires de l'opération ainsi qu'à son montant. C'est ce que nous avons affirmé dans un arrêt du 15 janvier 2025. Ainsi, un ordre de virement dont l'IBAN a été modifié par un tiers à l'insu du client n'est pas considéré comme une opération autorisée. C'est un arrêt de notre Chambre du 1er juin 2023. Question numéro 2. Quelles sont les obligations du PSP en cas d'opération non autorisée ou mal exécutée? Si l'opération n'a pas été autorisée, un régime de responsabilité spécifique issu des directives européennes dites DSP1 du 13 novembre 2027 et DSP2 du 25 novembre 2015 est exclusivement applicable. Ce régime prime sur toute autre règle de droit national, qu'il s'agisse de la responsabilité contractuelle, de la responsabilité délictuelle ou de la responsabilité du commettant du fait de son préposé. C'est ce que nous avons jugé le 27 mars 2024. Il n'existe donc pas de partage de responsabilité possible sur la base d'un manquement de la banque à son obligation de vigilance ou de surveillance. Et je vous renvoie à cet égard à un arrêt du 15 janvier 2025 de la Chambre commerciale. Ainsi, il a été jugé dans une affaire dite de spoofing, qui ne pouvait être reproché aucune négligence grave au titulaire d'un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer par le préposé de sa banque dont le numéro s'affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virement dans le but d'éviter des opérations malveillantes. C'est un arrêt du 23 octobre 2024 dans lequel nous avons affirmé, arrêt qui a été très commenté. De même, ne commet pas de négligence grave dans la conservation et l'utilisation de ses données personnelles de sécurité une société dont la salariée effectue des opérations sur le service de paiement en ligne pour reconstituer des écritures à la demande d'une personne qui, par téléphone, se faisant passer pour un technicien de la banque dont il a usurpé le numéro, lui donne des informations de nature à conforter la thèse d'une panne informatique. C'est un arrêt du 12 juin 2025 qui l'a affirmé. Je précise que ces affaires ont eu lieu avant que les banques, encouragées à cet effet par la Banque de France et la CPR, aient déployé une politique de sensibilisation de leurs clients
en les informant qu'aucun de leurs salariés n'était autorisé à leur demander leur code confidentiel. En revanche, commet une négligence grave l'utilisateur qui remet sa carte bancaire et son code confidentiel à un tiers quelques jours après avoir fait sa connaissance. C'est ce que nous avons jugé dans un arrêt du 12 juin 2024. Par ailleurs, la Cour de cassation juge que si l'opération non autorisée a été effectuée sans authentification forte du payeur, le client ne supporte aucune conséquence financière, sauf bien sûr en cas de fraude de sa part. C'est un arrêt du 30 août 2023 de la Chambre commerciale. Étant précisé que c'est au PSP d'établir la preuve que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou une autre. C'est ce que nous avons jugé dans un arrêt du 30 avril 2025. Il est aussi important de préciser que l'utilisateur est tenu par le Code monétaire et financier de signaler l'opération non autorisée à son PSP dans un délai strict. Ce signalement doit se faire, dit le texte, sans tarder et au plus tard dans les 13 mois suivant le débit. À défaut, comme nous l'avons jugé le 8 novembre 2023, son action est foreclose. Et la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que si le client a signalé l'opération non autorisée dans le délai de 13 mois, il perd son droit au remboursement s'il a néanmoins tardé à agir de manière intentionnelle ou par négligence grave. Troisième question. Le PSP a-t-il des obligations même quand l'opération a été autorisée? Dans le cas où le client a autorisé l'opération, notamment à la suite d'une escroquerie, la question se pose du devoir de vigilance du PSP. La jurisprudence actuelle retient un devoir de vigilance de droit commun, mais celui-ci d'une portée limitée en raison de l'interdiction faite aux banques de s'immiscer dans les affaires de leurs clients. Le PSP doit vérifier que l'ordre ne présente pas d'anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, comme nous l'avons dit dans un arrêt du 14 février 2024. Toutefois, ce devoir ne s'étend pas à des vérifications approfondies, sauf si l'ordre de virement est manifestement irrégulier ou inhabituel dans les pratiques commerciales du client. Par exemple, si le montant des virements reste dans les plafonds convenus et que la destination des fonds ne soulève pas de suspicion particulière, nous avons jugé dans un arrêt du 12 juin 2025 que le PSP n'avait pas commis de faute. En revanche, dans le cadre d'une fraude au président, si des anomalies apparentes affectent les ordres de virement et que les circonstances inhabituelles les entourent, la banque doit, en vertu de son devoir de vigilance, vérifier la régularité des ordres auprès de la personne contractuellement habilitée à les valider. Et je vous renvoie pour cela à un arrêt du 2 octobre 2024. Pour conclure, notre jurisprudence en matière de fraude bancaire se concentre sur l'analyse précise du consentement du client à l'opération de paiement. Si l'opération est jugée non autorisée, c'est le régime de responsabilité exclusive du Code monétaire et financier qui s'applique. Si elle est autorisée, au sens du Code monétaire et financier, le devoir de vigilance du PSP est un contrôle léger sur les anomalies apparentes. L'ensemble de ces critères a pour but de fournir un environnement juridique clair face à la complexité croissante des fraudes aux instruments de paiement. Je vous remercie.